Dans les Pyrénées-Orientales, à 45 km à l'ouest de Perpignan, le village d'Éous s'est adossé à une colline granitique et domine le bassin de Conflans. Face à lui se dresse le symbole incontestable de la région, le majestueux mont Canigou. Le village tout en pente est dominé par l'imposante église Saint-Vincent d'en haut et édifiée au XVIIe siècle. Si les villageois ont pris la peine de préciser « d'en haut », c'est que, quelques siècles auparavant, une église appelée aussi Saint-Vincent avait été construite dans la partie basse du village. Il faut savoir que le village originel n'était pas du tout ici. Il était un petit peu plus bas dans la vallée, au pied des collines, autour de l'ancienne église, c'est-à-dire de l'église d'en bas, de Saint-Vincent aussi, qui, elle, a été consacrée en 900 et quelques, donc il y a plus de 1000 ans, alors que celle-ci, elle est du XVIIe siècle. Et le château donc, était au sommet de la colline, et on imagine que, l'insécurité faisant, les gens se sont petit à petit installés au pied du château et dans l'enceinte, sachant qu'on trouve encore quelques traces de remparts dans le village. C'est justement sur l'emplacement de l'ancien château fort qu'a été construite l'église de Saint-Vincent d'en haut, dont l'architecture est typique de la région, avec sa nef unique flanquée de chapelles en contrefort. Voilà, mais là on est dans les ruines du château médiéval. Alors il faut savoir quand même que, à part le mur d'enceinte qu'on voit ici, on ne sait pas exactement comment était le château, on n'a pas de plan d'époque. Puisque il a été, sûrement il était en ruine et puis les ruines ont été réutilisées pour construire l'église. Alors le village d'Éous se trouvait donc à la frontière avec le royaume de France. C'est pour ça que depuis le Moyen-Âge, on n'a pas la date exacte du début de la construction du château, mais c'est pour ça qu'étant à la frontière, il y avait des fortifications. On a connu la ligne Maginot pour le nord-est de la France. Et le nord de la Catalogne était aussi couvert de châteaux qui servaient à garder la frontière, mais je pense qu'ils servaient surtout de refuge pour les populations de l'époque. À l'intérieur de l'église, le guide attitré et bénévole est lui aussi un monument local, 87 ans, dont 20 ans de visite de l'église à son actif. Selon lui, la construction de l'église est l'œuvre de la population du village dans son ensemble. Toute la population fut d'accord de participer financièrement et manuellement à la construction de l'église. D'habitude, une église était toujours financée soit par les seigneurs ou par des gens riches, mais là, notre seigneur, soit qu'il était fauché ou bien ravin, lui, il n'a pas voulu y participer. Alors, comme la population était très pauvre, c'est pour ça que la durée de construction de cette église a duré 17 années, de 1726 à 1743. Juste à côté du retable très baroque, se trouve une autre spécificité catalane de l'église. Là, je sonne la roue des clochettes. C'est des roues des clochettes, il y en a 52 dans toute la France, mais chez nous, les plus riches, on en a 29 dans les Pyrénées-Orientales. Il y a 2 modèles comme les nôtres avec les 12 clochettes, et ils représentent les 12 apôtres. Comme les 12 apôtres n'avaient pas tous la même voix, il faut que chaque clochette ait un son différent. Mais vous en trouverez avec 5 clochettes, représentant les 5 blessures du Christ. Les 2 trous dans les mains, les 2 trous dans les pieds, le coup de lance au côté droit. C'est pour annoncer une grande joie. Nous les sonnons au début des grandes cérémonies, Pâques, Pentecôte, 15 jours de Noël, quand le curé sort pour dire la messe, pour que tout le monde se lève. Et le samedi saint, au Gloria dans la messe, pour annoncer le retour des cloches de Rome. Jusqu'au XVIIIe siècle, le village d'Éous fait partie de la Catalogne indépendante avant d'être rattaché au royaume de France. Son nom, Éous, signifie chêne vert en occitan ancien. Dans la construction même de ces maisons, il reste des traces de ce passé catalan. Regardez ici, là, les tuiles peintes sur la génoise. C'est quelque chose de typiquement catalan qui ne se fait pratiquement plus.
Et pourquoi on le peignait? Généralement, c'était les maçons qui mettaient leur marque. Alors, soit la marque du maçon, de l'entrepreneur, on ne disait pas comme ça à l'époque, mais enfin, soit la marque du maçon, de celui qui l'avait fait. Alors du coup, il y en avait un qui faisait un dessin, son collègue faisait un autre dessin, et puis voilà pourquoi on a certaines vieilles maisons avec des dessins très, enfin, pas colorés, mais très illustrés, on va dire. Le village d'Eous égrène ses ruelles tortueuses et piétonnes à flanc de collines. Une particularité géographique qu'ont su mettre à profit les villageois. Mais ici, on a une maison typique d'Eous. Avec, on voit bien qu'on a utilisé la pente, avec la grange, étable, ce qui accueillait les animaux au plus bas. Puis on a au moins 2 niveaux de vie. On imagine facilement qu'il y avait un atelier et puis de quoi faire vivre toute la famille. Et puis certainement à l'étage un grenier. On voit aussi un reste de four à pain totalement inséré dans le mur. Que dire d'autre? On a une maison paysanne, faite avec les matériaux du coin, avec des murs à la chaux, les pierres d'Eous, prises certainement sur place. Et pour finir, on peut dire que le fait d'avoir les animaux tout en bas, c'était aussi un avantage en hiver, puisque la chaleur des animaux, à travers les planchers, chauffait la maison. Enfin, chauffer, tempérer la maison. Ce n'est qu'à partir des années 50 que le petit village d'Eous retrouve une véritable vie sociale et culturelle, en grande partie grâce à l'installation de la fondation Boris Vian en plein cœur du village. Une fondation dirigée par sa seconde épouse, Ursula Vian-Kubler, aujourd'hui décédée, et son ami, le charismatique Monsieur D, encore aujourd'hui à la tête de la fondation. 40 ans après son installation, il faut encore dissiper les malentendus. Boris Vian n'a jamais acheté cette maison et il n'est jamais venu ici. Tout ça date après son décès. C'est presque par hasard qu'Ursula Vian-Kubler et Monsieur D s'installent à Eous. En 1964, en échange d'un feu d'artifice tiré depuis le clocher du village, ils se voient offrir une vieille ruine qu'ils transforment en centre culturel dédié à promouvoir l'œuvre et la pensée de Boris Vian. Nous, on avait un dévolu culturel. Nous faisons que du culturel. On a fondé cette association pour aider les chercheurs sur Vian, c'est-à-dire les chercheurs, depuis les scolaires jusqu'aux metteurs en scène, jusqu'aux cinéastes, etc. Tout passe par la fondation Boris Vian. Il y a les héritiers Boris Vian, les ayants droit Boris Vian, qui nous ont confié jusqu'à présent ce rôle. Voilà pourquoi Boris Vian. Boris Vian a promu un tas d'artistes. Il a fait que ça. Et c'est dans son esprit, avec cet esprit éclectique, entre guillemets, où on ne produit que de la qualité. La Fondation Boris Vian soutient aussi d'autres artistes en organisant des expositions dans ses murs ou bien des festivals comme le maintenant célèbre Nits de Canto i de Música, un festival de musique catalane créé par la Fondation en 1979 et qui attire chaque année plus de 300 artistes dans le petit village qui d'habitude n'abrite que 412 âmes. Alors dans Eous, les rues sont souvent étroites et en escalier. Et ici, il y a un détail rigolo. On est devant la maison d'un ancien maire du village, avec un joli encadrement en marbre rose. Un petit peu plus bas, il y a la maison de son opposant, avec pratiquement le même, mais en marbre blanc. L'histoire, on ne dit pas si l'un était blanc, l'autre est très rouge, je ne sais rien. On est quand même un village profondément rural.
on se tient sur la colline pour garder les bonnes terres dans la vallée. Si on fait le tour des collines, on voit toutes ces terrasses dans la montagne jusqu'à des altitudes assez élevées. Et où se trouve entre deux mondes la partie irriguée, en bas de la vallée, et tout l'aspre, toute la partie sèche, non irriguée, où là c'était plutôt le domaine de la vigne, de l'olivier, mais aussi des cultures de blé d'hiver, d'orge, surtout du blé dur en fait. En contrebas du village, dans la vallée, ce sont plutôt des champs de pêcher qui s'étendent, dont les fleurs semblent refléter les sommets enneigés du mont Canigou. Alors je suis en train d'éclaircir. L'opération d'éclaircissage, c'est une opération qui consiste à supprimer les fruits en surnombre de façon à obtenir un calibre commercial des fruits. C'est-à-dire commercial, c'est un calibre de fruits qui fait à peu près 80 mm, entre 80 et 120 mm. La pêche pousse sous un climat méditerranéen et on est dans un climat méditerranéen. En plus, la situation de la région et par rapport à la qualité de la pêche est très intéressante parce qu'on est quand même sur des altitudes moyennes. On n'est pas sur des niveaux d'altitude littorale entre 0 et 100 mètres, on est déjà à 350 mètres d'altitude. Donc l'amplitude thermique, c'est l'amplitude de température entre le jour et la nuit, est très marquée. On peut avoir des journées à 30 degrés en été et des nuits qui descendent à moins de 10 degrés. Donc cette amplitude thermique donne de la fermeté aux fruits et donne du sucre. Ça concentre les sucres, ça donne la fermeté. Donc on a une qualité de fruits qui est assez exceptionnelle. Ce sont des fruits déjà de moyenne montagne que l'on a ici. C'est une attache sentimentale, le village, quand on est... Vous savez, ici on a des attaches assez fortes à nos racines. Moi, je suis d'Eus, je suis né ici, donc forcément j'ai une attache sur mon village. Ça fait partie des plus beaux villages de France, bien sûr, mais est aussi un des villages les plus ensoleillés de France, sinon le plus ensoleillé. Donc pour la qualité de vie, le soleil c'est toujours appréciable. Donc, le soleil, c'est un élément déterminant de choix de vie. Le soleil, une atmosphère propice aux inspirations artistiques, sans aucun doute, il fait bon vivre dans les ruelles ensoleillées d'Eus.